Bonjour, j'aimerais souligner que cette table ronde a été captée sur le territoire visé par le traité numéro 1, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Oji-Cri, Dakota et Dene et la patrie de la nation métisse. Je suis Angela Cassie, présidente de la Société de la francophonie manitobaine. Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels, la SFM, avec la généreuse participation de ses partenaires, l'Association des juristes d'expression française du Manitoba et Infojustice Manitoba, Pluriel et l'Université de Saint-Boniface et l'École de travail social, est fière de vous présenter une table ronde à l'intention des prestataires de services aux victimes de violences conjugales et les victimes et survivants de violences conjugales. Mona Audet, directrice générale de Pluriel, explique fréquemment depuis le début de la crise sanitaire que la pandémie a également augmenté les cas de violence familiale partout au Canada, y compris au Manitoba. Voilà pourquoi, dans les circonstances actuelles, il est d'autant plus important d'avoir des services adaptés et accessibles en français pour les victimes et survivants de violences conjugales. Au-delà de la table ronde que vous êtes présentée, la SFM et ses partenaires, Infojustice Manitoba et Pluriel, se sont réunis afin d'offrir des services de soutien, d'information et de formation intégrés pour les victimes d'actes criminels à l'intention de la francophonie manitobaine. Je vous invite à consulter les notes sous cette vidéo pour plus d'informations. Merci et bonne écoute. Bonjour. Je m'appelle Florette Giasson et je suis la directrice de l'École de travail social à l'Université de Saint-Boniface. J'ai l'honneur de présider et d'animer la table ronde organisée dans le contexte de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels. La table ronde se portera en particulier sur la thématique des victimes de violences conjugales. Et j'ai le plaisir d'avoir deux invités, deux intervenants dans le domaine de la violence conjugale qui va passer quelque temps à décrire et à parler au sujet de la nouvelle loi sur le divorce et sur la violence conjugale en particulier. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Michaela si elle pourrait commencer avec une introduction de qui elle est, de se présenter. Merci. Donc, oui, je m'appelle Michaela Richat. Je suis conseillère et chef de secteur à Pluriel et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis là. Merci, Michaela. Et Maître Bassi? Mon nom est Benjamin Kanabassi. Je suis avocat inscrit au barreau du Manitoba depuis 2014 et je pratique principalement en droit de la famille et en droit criminel. Même si j'ai d'autres domaines de pratique, mais c'est ma pratique fondamentale et je suis très heureux d'être sur cette table. Entrée en vigueur en mars 2021, la modernisation de la loi sur le divorce a permis, entre autres, de clarifier sa terminologie et l'intérêt de l'enfant, d'offrir des garanties linguistiques, de préciser la notion de la violence familiale et de donner une plus grande place à certains services comme la médiation et le counseling. Il y a eu beaucoup plus de clarification, beaucoup plus de points sur la définition des différents termes à l'intérieur de la loi. Il y a eu, si je comprends bien, dans cette loi, sujet du fait que les conseillers, les travailleurs sociaux, les psychologues auront beaucoup plus d'impact dans leurs rapports qui vont aller à la cour ou à l'intérieur de ce processus. Alors, Michaela, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de comment que tu vois cette notion ou ce changement à la loi comme conseillère à Pluriel? Oui, absolument. Premièrement, il faut dire qu'une des places où les gens vont trouver de l'aide, où ils vont trouver des conseils pour leurs enfants quand ça vient en temps de séparation ou les couples, un membre ou les deux, c'est avec une conseillère. Et si je peux parler à Pluriel, c'est des services qui sont gratuits, qui sont en français, disponibles pour tout le monde au Manitoba. Donc, c'est très accessible. Donc oui, si moi j'ai l'opportunité d'écrire
ce qui se passe avec une personne et de prendre ces notes, les envoyer à l'avocat de cette personne ou à l'avocat du parent, si on parle d'un enfant. Et je peux décrire tout ce qui est arrivé parce que j'ai pu demander les questions, on a pu explorer le sujet ensemble. Et là, la personne en a déjà parlé, l'avocat a ces informations, la personne sait que l'avocat a ces informations. Ils n'ont pas besoin de reparler encore devant un avocat qui peut-être a besoin de savoir certaines choses, mais ne sait pas comment peut-être naviguer le sujet d'une façon qui est... On veut bien considérer les sentiments de la personne. Alors, si je comprends bien, la loi est vraiment centrée sur l'enfant, de faire une résolution à l'amiable. Qu'est-ce que la violence familiale ? Les modifications récentes à la loi sur le divorce ont amené, entre autres, une nouvelle définition élargie de la violence familiale. S'entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne, et du fait, pour un enfant, d'être exposé directement ou indirectement à une telle conduite, y compris les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu'un, les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un ou de causer des lésions corporelles à quelqu'un, le harcèlement, y compris la traque, le défaut de fournir les choses nécessaires à l'existence, les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien, le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d'endommager un bien. Tout cela constitue de la violence familiale au sens de la loi sur le divorce. Donc, si je vais élargir un peu, si une personne prive son conjoint de nourriture, d'argent, des nécessités de la vie, ça fait partie de la violence. Donc, quand on parle d'une conduite, ça peut être une action, ça peut aussi être une parole qui cause des lésions qui peuvent être corporelles, donc ça touche l'intégrité physique de la personne. Ça peut aussi causer des dommages au niveau psychologique et au niveau émotionnel. On sait que beaucoup de violences ne sont pas physiques, mais émotionnelles. Ça détruit la personne dans son estime de soi et dans son amour propre. Donc, le fait de tuer un animal qui appartient à quelqu'un, un animal à qui quelqu'un est attaché, bien sûr, ça cause des dommages sérieux à cette personne-là. Tout cela constitue la violence familiale. Si un enfant, lorsque un couple se dispute et qu'il y a un enfant présent, ça affecte cet enfant, donc c'est de la violence pour cet enfant-là. Donc, le simple fait d'être témoin d'une dispute entre parents constitue, selon la loi sur le divorce, de la violence familiale. Dans ton expérience, Michaela, ça c'est au niveau de la définition qui est juridique, mais dans ton expérience, est-ce que c'est ça que tu vois lorsque tu es en interaction avec les femmes, avec les familles à pluriel? Oui, absolument. On voit toutes sortes de différentes choses. On voit ce qu'on considère peut-être quand on pense à la violence, les choses physiques, où il y a vraiment une blessure physique, un acte physique. S'il y aurait quelqu'un qui a témoigné, il dirait « oui, ça c'est un acte violent ». Mais oui, il y a bien sûr toutes sortes de différentes choses. Je peux donner un exemple de la violence culturelle qui tombe sous la violence psychologique. Le fait de ne pas laisser une personne parler leur langue maternelle. Leur dire, non, dans cette maison, tu ne parles plus cette langue est d'une telle culture, ou cette langue est mauvaise, ou cette langue est quoi que ce soit. Tu es en train de nier une partie de l'identité de cette personne. Tu es en train de leur dire, tu n'as pas le droit. Ça, c'est un acte de violence. Ça fait partie de la violence psychologique. Et oui, financière, psychologique, sexuelle, émotionnelle. Juste le fait de témoigner, comme tu dis, avec les enfants, de témoigner, ça l'est absolument de la violence. Et on voit ça très fréquemment, malheureusement. Malheureusement, oui. On voit aussi l'impact au niveau neurologique chez les enfants. On voit aussi l'impact
leur développement dans le cycle de leur vie. Alors, absolument, c'est un impact incroyable. Michaela, peux-tu parler un petit peu du cycle? Si on vient juste de définir c'est quoi la violence conjugale, mais il y a un cycle qui est relié à la violence. Est-ce que tu peux partager un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans la violence? Premièrement, il faut dire que la plupart du temps, la violence n'est pas le début de la relation. Si quelqu'un va pour la première date puis il y a déjà de la violence, souvent, ça, c'est où les gens vont dire oh, « OK, je quitte cette personne » ou on va se distancier. Mais ça peut venir à n'importe quel moment, ça peut venir avec un changement, n'importe quoi. Mais à ce point-là, ça, c'est où, comme tu as dit, le cycle peut commencer à faire partie de la vie de ces personnes. Mm-hmm. Donc, le cycle commence, si je peux dire comme ça, avec un acte ou omission, comme on l'a décrit, de violence. Souvent, la victime va réagir, va pleurer, va essayer de quitter, va dire quelque chose, va démontrer d'une façon ou d'une autre que ce qui est arrivé n'était pas acceptable ou ils ont souffert. Ils ont souffert de ça. Et l'agresseur, la personne qui a fait ou n'a pas fait la chose, va souvent se sentir d'une façon coupable ou va au moins savoir en quelque part ils ont fait quelque chose de mal. Donc, ils veulent maintenant rectifier la situation. Ils veulent peut-être que l'autre personne, « Oh non, reste avec moi. Non, c'est beau, je vais changer. » Donc, souvent, il y a un acte de « Je suis désolée ». Peut-être c'est des mots, peut-être ils vont acheter un cadeau, peut-être ils vont aller presque de l'autre côté pour être extrêmement charmant, extrêmement respectueux, extrêmement, juste être le partenaire parfait pendant un bout de temps. Et là, la personne victime, bien sûr, ne veut pas que les choses continuent, donc il voit ça et il voit, OK, peut-être ça va changer, peut-être ça ne va pas arriver encore. Et le fait, tout simplement, de quitter une relation, c'est pas quelque chose qui se fait d'un jour au lendemain. Il y a souvent beaucoup d'implications financières, s'il y a des enfants là-dedans aussi. Donc, tu sais, ils veulent croire, ils veulent voir. Puis, souvent, comme j'ai dit, c'est pas que ça arrive d'un jour au lendemain, dès le début de la relation. Donc, ils disent, « Ah, mais voilà la personne que je connais. OK, c'est beau, les choses sont bien. » Et à un point ou un autre, il y a un élément déclencheur ou juste simplement le passage du temps qui fait qu'un autre acte va se passer et on répète et on répète. Et ça peut aller pour des années. C'est pour ça qu'on appelle un cycle. C'est ça. C'est qu'on le voit, puis des fois, les cycles peuvent être très longs. Oui. Ou ça peut avoir très peu de temps entre Absolument. Le cycle, ou ça peut avoir des années entre le cycle. OK. Alors, une chose qu'on devrait peut-être mentionner à ce point-ci, c'est que la violence envers une personne peut se faire dans n'importe quelle culture, ça peut se faire à n'importe quel âge, ça peut se faire dans n'importe quel genre. Alors, ça peut arriver à presque n'importe qui. Mais en particulier, on retrouve que c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Alors, ça, c'est une chose qu'on remarque. Alors, je vais vous demander aux deux, quels, d'après vous, sont des facteurs qui contribuent à la violence? Dans votre expérience, dans vos interactions avec les gens que vous avez vus ou que vous voyez, quels sont les facteurs? Dans mon observation, j'ai divisé ces facteurs en deux grosses catégories. Il y a des facteurs internes à la famille et il y a des facteurs externes à la famille. Je vais commencer par les facteurs externes à la famille. On vit dans une société, les anglophones disent « bad things happen to good people ». La vie est dure, la vie est simplement difficile pour tout le monde. Et certaines personnes, et nous avons différents moyens de s'accommoder à la difficulté de la vie simplement de tous les jours. Certaines personnes ont un seuil de tolérance de difficulté qui est beaucoup plus bas que d'autres. D'autres, la moindre pression va les exploser. Maintenant, il y a des facteurs aussi internes à la famille. Parfois, les gens prennent pour acquis. Lorsqu'on a vécu avec une personne pendant un certain temps, on prend pour acquis que voilà, les relations sont faciles. On ne travaille plus cette relation. Là, une relation, ça doit se construire au jour le jour. Et puis, j'ai dit au début, peut-être off de l'émission, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la famille, j'ai l'impression que la plupart de nos contemporains ont oublié ce que c'est qu'une famille. Beaucoup de gens vont se marier sans très bien savoir pourquoi ils se marient,
ils n'ont pas de but dans un mariage. Les anglophones parlent de purpose. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on a un objectif à atteindre en tant que famille? Si on n'a pas cet objectif-là, écoutez, Saint-Exupéry disait que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Si on n'a pas de direction, évidemment, on va se regarder l'un l'autre. Écoutez, en un jour, je peux regarder tous les défauts sur ma femme, si je veux les trouver. Et à partir de ce moment-là, la dégradation commence, on commence à se focaliser sur les choses négatives, et puis ça commence à sortir par la bouche. Alors, Michaela, est-ce que tu pourrais contribuer un petit peu comment toi, tu vois les facteurs qui peuvent causer la violence familiale? Bien, donc, premièrement, tous les facteurs environnementaux que Maître Bassi a dit, mais il faut aussi prendre en considération la santé mentale ou même la santé physique, mais surtout la santé mentale parce que si une personne vit, par exemple, de l'anxiété, de la dépression, peut-être même quelque chose comme la schizophrénie, où des fois, ils ne sont pas dans leur état de soi, ils ne sont pas dans leur bon état, on peut dire que ça peut contribuer absolument, soit comme facteur stressant qui peut donc mener, mais même juste le fait d'avoir cette difficulté de santé mentale, le fait d'agir pas comme eux-mêmes peut en sortir, et donc peut-être par accident, pas par volonté, ça peut en sortir des situations de violence. Mm-hmm. Aussi la consommation de drogue et alcool, surtout surconsommation. Puis le trauma intergénérationnel aussi. Donc, le fait d'être traumatisé soi-même, le fait d'avoir vécu de la violence, ça est un facteur contribuant de continuer ce cycle, malheureusement. Malheureusement, oui. Dans mon expérience aussi, la socialisation rentre en ligne de compte. La façon que les jeunes filles et les jeunes garçons sont élevés. Les garçons sont vus comme étant forts et capables de bien faire. Et tu sais, tu n'as pas besoin de parler de tes émotions. Et les filles, tu sais, tu as tombé, est-ce qu'on pourrait peut-être faire quelque chose? Alors, la socialisation a aussi un grand rôle à jouer là-dedans. Et aussi, les valeurs de genre, tu sais, la façon qu'on se voit comme étant mâle et la façon qu'on se voit comme étant femme, ou non-binaires, pour ceux qui sont non-binaires et ceux qui ne s'affichent pas sur le continuum des genres. Alors, la socialisation, l'identité joue un grand rôle aussi. Et il a commencé à devenir un peu contrôleur. Il contrôle tout. Moi, au début, j'étais jeune, je pensais que c'était l'amour. Je ne comprends pas ce genre de choses. Et puis après, il a commencé à rentrer dans mon espace. Genre, il contrôlait tout. Mes amis, je devais savoir avec qui j'étais et qui il aimait ou pas. Ce que je portais, ce que je disais. Puis après, ma famille. Avec qui je dois parler, à combien de temps, tout. Et il n'aimait pas certaines de mes amies, puis avec le temps, toutes. Et là, on a commencé les critiques. Les critiques, tout le temps. Et il m'a rabaissé. Et après, c'était pire que rabaisser, genre, tu sers à rien, tu fais rien, tu ressembles à rien, c'est ça. Et là, je commençais à perdre un peu confiance en moi, et c'est là où il a pu vraiment me manipuler. Parce que je suis devenu sa chose. Et il pouvait me remonter le moral quand il voulait, il pouvait me rabaisser quand il voulait, et je dépendais de son humeur en fait. Puis après, on est passé à une étape de violence, parce que là, jusque-là, c'était une violence psychologique et tout, tu vas jamais réussir, tu sais rien faire, sans moi, tu sais rien, et genre des petites choses, mais après, quand je commençais à faire des choses en cachette, c'est devenu une violence physique. Parce que quand il savait que je partais avec une amie qui n'aimait pas, quand je rentrais, c'était une grosse dispute et ça finissait par des violences physiques. Avec les enfants, il était très manipulateur, comme il était avec moi au début. Très gentil, mais regardez maman, ce qu'elle m'a fait, moi, et il pleurait devant les enfants tout le temps, maman elle va me quitter, moi comment je vais faire, moi je suis gentil, regardez, je suis très gentil avec elle m'écoute pas, elle veut rien faire. Non, mais une fois les enfants étaient présents quand il m'a frappé. Donc les enfants commençaient à lui dire non papa tu as fait quelque chose de mal, et
Et là, encore une fois, il m'a tout fait coller sur le dos. Il me dit oui, à cause de toi, les enfants ne m'aiment plus. Là, j'ai pris la décision de me séparer de lui. Mais c'était pas possible de divorcer puisqu'il commençait à me menacer. Donc, vaut mieux rester. Et, donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté avec lui, mais on se parlait pas. Et le problème dans les violences conjugales, c'est que tout le monde te dit pourquoi tu restes avec cette personne. Mais personne ne sait que déjà, t'as pas confiance en toi. De deux, cette personne, dès qu'elle vide cette haine envers toi, ou je ne sais pas ce que c'est, elle devient une personne très affectueuse et commence à te dire pardon, je voulais pas te faire ça, mais c'est toi qui m'as poussé à faire ça, et tu te dis bon, c'est peut-être la fin. Et bon, après tu passes une semaine ou deux en lune du miel, et après hop, rebelote. C'était comme ça pendant des années, et personne ne comprenait pourquoi je restais, mais c'était difficile. Quel recours contre la violence familiale? Alors, quels sont les droits et les recours quand une victime subit des violences au sein de son couple? Alors, on va parler de ça au niveau de counseling. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire lorsqu'elle est victime, et aussi au niveau judiciaire, Maître Bassi? Premièrement, une victime peut à n'importe quel moment quitter ou faire un changement à la relation. Et que je dis un changement, par exemple, ils peuvent décider de vivre à part. Donc, ce n'est pas nécessairement de rompre la relation, mais plutôt de décider de vivre différemment. S'il y a des enfants, bien sûr, d'amener les enfants, de laisser les enfants selon peut-être la situation que la personne voit. Donc, juste pour dire que la personne a toujours le droit de faire ces changements, de dire, voilà, je mets la ligne, ça c'est trop, ça c'est assez. Ils ont aussi le droit d'essayer de travailler la relation ensemble. Et là, je prends en considération que ces gens sont en train de faire ces décisions entre eux. Lorsqu'ils viennent au counseling ou vont voir un professionnel de la santé en général, ça, c'est où il y a d'autres options peut-être qui leur sont présentées, comme le counseling de couple. Si ça, c'est quelque chose qui les intéresse, tous les deux voient qu'il y a un problème et ils veulent y travailler, bien sûr, le counseling, ça c'est une option. S'il y a, par exemple, un enfant qui est victime de violence ou qui témoigne de la violence des parents, ça, c'est où il faut intervenir. Du côté counseling, il faut donc appeler Service à l'enfant et à la famille. Il faut faire un rapportage. Ça ne veut pas dire que l'enfant va se faire prendre. Ça ne veut pas dire que la famille va devoir nécessairement rompre sur le point-là. Ça veut plutôt dire qu'il va y avoir d'autres soutiens et d'autres options qui vont leur être présentées pour garder les enfants en sécurité, tout en respectant le choix des parents dans ce contexte. Alors, quand tu parles d'appeler les services à l'enfant et à la famille dans un contexte où il y a peut-être un abus qui se passe entre le couple, est-ce que c'est un abus qui est minime, ou est-ce que vous regardez à ça comme lorsque vous êtes en train de voir que l'enfant est en danger? Est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu plus au sujet de ça? Donc, à n'importe quel moment qu'on voit qu'un enfant est en danger ou est en train d'être témoin de la violence. Et là, je dis la violence, comme on l'a défini plus tôt, tout type, tout montant. Ça peut être une seule fois, ça peut être des centaines de fois, ça peut être à tous les jours, ça peut être une fois par année. Ça, c'est, dès ce point-là, pour nous, on est sous obligation de rapporter. Et comme j'ai dit, si c'est un incident qui est arrivé il y a 5 ans et ce couple veut maintenant travailler parce que c'est revenu pour une raison ou une autre, bon, c'est pas « Oh, on appelle pour enlever ton enfant de cette situation dangereuse ». Non, c'est « On appelle pour signaler ». Et donc, ça contribue à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation, où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde est en sécurité. Mm-hmm. Alors, le counseling, c'est vraiment, ça donne la chance à la personne et au couple et à la famille. Alors, ça n'a pas besoin d'être seulement l'individu, mais ça donne la permission ou l'opportunité à toutes les personnes impliquées de regarder à la relation, de regarder à qu'est-ce qu'ils veulent à l'intérieur de cette relation. Alors, c'est pas nécessairement que je veux quitter, mais ça peut être je veux que les choses arrêtent.
Ça peut être que je veux que la communication s'améliore. Alors, il y a différents recours. Alors, c'est pas seulement une façon de voir. OK? Qu'est-ce qu'une voie de fait? L'infraction de voie de fait est définie dans le Code criminel comme étant un crime. Il faut se référer aux articles 265 à 270 du Code criminel du Canada pour comprendre que la voie de fait représente une agression contre un individu n'ayant pas donné son consentement. Selon le Code criminel, une personne commet une voie de fait lorsqu'elle emploie intentionnellement la force, directement ou indirectement, contre une personne sans son consentement, tente ou menace par un acte ou un geste d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein, c'est-à-dire son rapport d'intention, de but ou de finalité, porte ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. La définition d'une voie de fait proposée par le Code criminel nous apprend ainsi qu'une variété de gestes ou d'actions peuvent être considérés comme une voie de fait. Selon l'article 265 du Code criminel, l'infraction de voie de fait simple consiste à employer la force sur une autre personne sans son consentement. L'infraction de voie de fait simple n'implique pas forcément un contact physique. Par exemple, un geste menaçant, toucher la main de quelqu'un ou lui cracher dessus, peut être considéré comme des cas de voie de fait simple. Il y a deux gros types de recours, en gros. Il y a les recours civils, dans le cadre du droit de la famille, et il y a les recours criminels, dans le cadre pénal. Lorsque la situation devient relativement grave et que les autres voies de recours informelles ont été épuisées, genre counseling, pour les gens qui ont des systèmes de foi, aller regarder dans leur système de foi s'il peut y avoir de la réconciliation, des conseils. Une des choses qu'on fait, c'est d'aller à la cour demander une ordonnance de protection et de prouver donc au juge de paix que sa vie est en danger. Et une fois que le juge de paix a bien écouté, qu'il a des éléments pour arriver à la conclusion qu'une ordonnance de protection est nécessaire, ben, il va prononcer une ordonnance de protection avec ou sans préavis. Qu'est-ce qu'une ordonnance de protection? Définie selon le gouvernement provincial du Manitoba, les ordonnances de protection peuvent prévoir n'importe laquelle des dispositions ci-dessous nécessaires à la protection du requérant. Interdire à l'intimé de se rendre à la résidence ou au lieu de travail du requérant ou de toute autre personne désignée. Interdire à l'intimé de suivre le requérant ou toute autre personne désignée. Interdire à l'intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec le requérant ou toute autre personne désignée. Accorder au requérant ou à l'intimé la possession temporaire des faits personnels nécessaires. Aider un agent de la paix à faire en sorte que l'enlèvement des faits personnels se fasse d'une manière ordonnée. Aider un agent de la paix à faire sortir l'intimé d'une résidence. Ordonner à l'intimé de remettre ses armes et autoriser la police à effectuer une perquisition pour trouver des armes et les saisir. Et donc, une fois qu'il y a une ordonnance de protection et que l'auteur de la violence viole ça, là, ça devient un acte criminel, ça devient une atteinte à la cour. Okay. Et là, ça devient un problème beaucoup plus sérieux. Et il y a une infraction qui est super grave, que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que lorsque un couple a eu des problèmes et que, voilà, maintenant qu'il y a cette ordonnance de protection, là, certains maris parfois veulent négocier. Et tombent dans un gros piège. Donc, s'ils appellent leur femme et négocient, demandent à la femme d'enlever la plainte, ça s'appelle obstruction à la justice. Le minimum de la sentence, c'est 18 mois. Et le juge est lié. Donc, lorsqu'on a des clients comme ça et qu'il y a déjà des accusations et qu'il y a une ordonnance de protection, on lui dit, n'appelez jamais votre femme. Si elle vous appelle, ne prenez pas le téléphone. Alors, vous avez aussi mentionné pour les hommes, puis j'ai travaillé souvent avec des hommes qui ne comprenaient pas l'ordonnance de protection. Pour eux, c'était
C'était bête, c'était absolument pourquoi que je devrais rester à l'écart de ma famille. Je veux être à ma famille. Puis il fallait vraiment les convaincre que non, c'est pas dans ton meilleur intérêt. OK? C'est pas dans le meilleur intérêt de la personne qui a été victime, mais c'est non plus dans ton meilleur intérêt parce que tu peux passer 18 mois maintenant en prison pour avoir rompu cette ordonnance. Maître Bassi, tu as vraiment ressorti, puis ça c'est une question pour toi, Michaela, tu as ressorti le fait que, tu sais, au moment du moment de la violence, il y avait beaucoup d'émotions intenses. Une fois que les choses se sont calmées, les gens ont pris la distance, des fois, il y a un retour. Alors, que faire? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de counseling, Michaela, lorsque la personne veut retourner à l'agresseur, par exemple? C'est deux adultes qui ont le droit de choisir d'être ensemble ou pas à n'importe quel moment. Ils peuvent vivre ensemble ou non, ils peuvent décider d'être en couple ou non, etc. Donc, à n'importe quel moment, une personne peut décider de revenir avec le conjoint, le partenaire qui était abusif ou qui peut-être est encore même abusif. Il y a beaucoup de raisons quand les gens vont faire ça. Il y a beaucoup de raisons. Ça peut être les finances, ça peut être la pression, ça peut être la culpabilité interne, ça peut être plein de différentes choses. Pour moi, comme conseillère, dès qu'une personne me dit « je reviens avec mon mari, mon conjoint, mon etc. » ou « je décide de ne plus procéder avec ce que je voulais avant, disons « je veux me séparer, je veux me divorcer, etc. » on va discuter. Pourquoi? Qu'est-ce qui te mène à ça? Parce que si c'est « oh, mais il m'a dit si je fais pas ça, il va me tuer. » OK, bien là, on sait que c'est juste un autre niveau de violence, il faut agir. Si c'est vraiment que cette personne, ça c'est leur volonté, on va les soutenir. Il y a bien sûr des choses à faire en dedans de ça. Par exemple, un plan de protection. À n'importe quel moment, c'est « OK, je comprends, tu veux aller, tu veux revenir, vous voulez revenir ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une autre incidence, quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on fait à ce point-là? » Cette personne vient me dire « à n'importe quel moment, je pourrais être en danger. Je ne peux pas laisser cette personne de façon, avec mes limites, là, je ne peux pas laisser cette personne revenir juste parce qu'ils ont décidé, puis moi, je ne fais rien. Je dois agir, que ce soit appeler la police, que ce soit peut-être ramener d'autres services qui étaient déjà là pour assurer la sécurité de cette personne. Parce que leur sécurité, de mon côté, passe au-dessus de leur volonté de revenir. Alors, c'est vraiment d'évaluer la sévérité, si la personne, la victime, est à risque ou non, et si les enfants sont à risque ou non, absolument. C'est très important le niveau de risque, parce que quand on voit dans des situations où le divorce, où il y a une ordonnance de protection, on dirait que l'agresseur devient panique ou tout d'un coup, il réalise quelque chose, que peut-être que ma relation est finie, peut-être que... Puis là, ils sont à risque. L'agresseur est à risque, non seulement de suicide ou de homicide. On a vu je ne sais pas combien de cas où la femme a été tuée parce qu'il y avait une ordonnance de protection, puis tout d'un coup, la panique s'est prise chez l'agresseur et voilà. Alors, il faut absolument avoir l'élément de risque, l'élément de protection pour la victime ainsi que les enfants, s'il y a des enfants. Une possibilité de recours. Le refuge chez Rachel. Ce qu'on est chez Rachel, on est un hébergement de deuxième étape pour les femmes et enfants victimes de violences domestiques. En fait, on offre un hébergement pendant 1 an et on offre aussi des services de counseling, d'accompagnement. On offre des activités pour le bien-être pour les femmes et les enfants. Chaque cas est vraiment individuel, mais je pourrais dire que en particulier en ce moment avec la pandémie, les femmes qui viennent ont vraiment vécu des choses qui ont affecté leur estime
soi. Elles ont été rabaissées, elles ont été isolées et elles ont souvent évidemment subi des violences physiques et émotionnelles. Mais avec la pandémie, cet isolement est d'autant plus renforcé. Alors, une des choses qu'on remarque au début très difficile, c'est ce sentiment de se sentir seul, d'être isolé. Justement, on essaie d'aider les femmes à sortir de cet isolement, de reprendre contrôle de leur vie et de avoir une connaissance des services qui sont là et d'avoir un avenir un peu plus positif. Souvent, les femmes arrivent avec des enfants et les enfants ont vu la violence ou ils ont été eux-mêmes victimes de la violence. Mais ils ont tous été vraiment affectés. Et dès leur jeune âge, la violence dans une dynamique familiale était quelque chose dont ils étaient habitués, c'était comme quelque chose de normal. Et chez Rachel, on aide les enfants à avoir une vision d'un avenir possible sans violence, où la norme est de vivre sans violence. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de respecter le cheminement de chaque femme et de leur faire savoir que elles sont pas obligées de rester dans une relation où il y a de la violence et leur montrer les possibilités qui existent, les services qui sont là et de les soutenir dans leur courageuse piste vers un avenir sans violence. Est-ce qu'on devrait dénoncer je pense qu'on a parlé de la violence. Est-ce qu'on devrait le dénoncer ou non? Comment est-ce qu'on prouve cette violence? Pour que, soit que ça devient, tu as mentionné plusieurs choses au niveau de la loi, mais Michaela, comment est-ce que tu peux prouver qu'il y a une violence envers la victime? Une des grandes choses, c'est la communication écrite, comme les textos, les courriels, Facebook, Instagram, tout ça. Tu sais, une personne, si l'incident s'est arrivé, je sais pas, ils sont en train de conduire, quelque chose est arrivé entre les deux, ben, il n'y a pas de preuve autre que ceux qui étaient là, le mot de l'un, le mot de l'autre. Si ça ne matche pas, qui croire? Mais après, des textos peut-être entre les deux, comme « Oh, hier, ce que j'ai dit, je suis tellement désolée, j'aurais pas dû dire ça », ça dit que quelque chose est arrivé. Non, ça donne pas tous les détails, mais des petites choses comme ça, quand on les met tout ensemble, ça peut commencer à donner un peu une image de « Ah oui, c'est vrai que souvent, après qu'ils vont boire ou qu'ils sortent les samedis, il y a des textos le lendemain de ça, puis ça, puis ça. » Donc, si l'un dit « Oh, mais non, c'est pas si grave, il n'y a rien qui se passe. » Mais pourquoi est-ce que tu t'es excusé d'abord? Tu t'es excusé pourquoi quelque chose doit avoir arrivé. En faisant ces questionnements, et là, moi, je parle encore dans côté counseling, en faisant ces questionnements, qu'est-ce qui changeait, quand, pourquoi, on peut mettre ensemble l'histoire. On peut mettre ensemble l'histoire avec peut-être des témoins, les membres de famille qui ont dit des choses, qui ont vu des choses. Comme j'ai dit, ça va peut-être pas montrer en noir et blanc, voici la chose qui est arrivée exactement, mais ça nous donne une bonne idée de l'image. Puis des fois, la preuve, c'est tout simplement le mot de la personne. Je sais que ça vaut pas autant que, disons, une image de la situation, mais si on ne questionnerait pas quelqu'un qui « Oh, ils m'ont volé cette chose », ben OK, tu me dis que c'est toi qui est arrivé, décris-moi la chose. Bien, on va opérer de la même façon avec quelqu'un qui me dit « Cette personne m'a fait une telle chose ». OK, dis-moi c'est quoi. Puis peut-être on va demander des questions par après, mais on veut procéder en croyant la personne. Commençons là. La question du consentement. Alors, au niveau légal,
juste en général, qu'est-ce que ça veut dire le consentement? Okay. Le consentement, c'est le fondement de toute société qui fonctionne selon la règle du droit. C'est la liberté de la volonté d'exprimer qui on est. On part du principe que chaque être humain s'appartient à lui-même et donc il est maître de ce que lui-même il est. Donc, le consentement, ça existe dans tous les domaines du droit. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de droit. Ça existe dans le droit de contrat, ça existe dans l'emploi, ça existe dans tous les domaines. Donc, on part du principe que chaque personne possède son propre corps. Il a l'intégrité de son propre corps. Il possède son propre corps. Et donc, dans des relations conjugales, si on donne son corps à son partenaire, c'est qu'on choisit de le donner. Si on donne son corps par force, ce n'est plus une relation amoureuse, ça devient, comment j'appelle ça, excusez-moi les termes. Oui, ça devient coercitif, ça devient du viol. Alors, Michaela, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu au point de vue dans le monde de tes interactions avec des gens qui ont peut-être mentionné d'avoir vécu un abus à cause d'un manque de consentement? Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu là-dessus? Mais pour revenir en général, la définition du consentement, on dit que quand on dit non, c'est non, mais il faut aussi tenir en compte que quand on ne dit pas oui, ce n'est pas oui. Il doit avoir le oui. Pas juste le « ben, j'ai pas dit non, ben, j'ai pas dit ». Il n'y a pas d'implication, il doit avoir un oui. Et par ça, je ne veux pas nécessairement toujours dire le mot, on doit s'asseoir, on doit écrire un contrat, on doit dire oui, mais il doit avoir une personne qui demande ou qui pose un geste pour demander et l'autre personne qui accepte, qui dit oui. Il faut aussi se souvenir qu'il faut que les deux soient dans un état pour pouvoir demander et recevoir et consentir. Quand il y a les drogues, l'alcool, surtout si on se rend au bar puis je vais te rendre drunk puis on va voir où ça va, mais tu fais exprès de rendre la personne vulnérable. Tu fais exprès. Déjà ça, tu mets dans un contexte où le consentement éclairci, 100% n'est pas possible. Ça, c'est pourquoi on dit qu'un enfant ne peut pas consentir. Oui, parce qu'ils ne sont pas de l'âge où ils peuvent. Donc, le consentement à la base de toute relation. Et là, jusqu'à là, on parle dans le contexte sexuel, mais il faut aussi penser, par exemple, le contexte financier. Si l'un partenaire dit « Toi, tu es en charge des finances. Moi, là, ça me dit rien, ça me tracasse, c'est énervant. » Et il dit à l'autre « Toi, tu me donnes l'argent quand j'ai magasiné parce que sinon, je vais trop dépenser. » Mais là, ce n'est pas du contrôle financier parce que les deux ont dit « Voici notre arrangement. Voici, ça fonctionne, on est d'accord. » Donc, c'est seulement du contrôle. Si un a décidé « C'est moi qui tiens toutes les finances et toi, non, tu dois me demander. Tu dois me redonner tous les reçus, tous les sous quand tu reviens, sinon, ça va mal aller. » Bon, il n'y a pas eu de consentement, il n'y a pas eu un accord. Ça, c'est où c'est brisé. Ça, c'est où ça ne marche pas. Là, c'est une sensibilisation. Quand tu dis ça, ça me fait réfléchir à une sensibilisation qui doit avoir lieu. Et je crois que cette sensibilisation est en train de se faire au niveau sociétal, au point de vue de c'est quoi oui, c'est quoi non, et c'est quoi peut-être. Peut-être, ça veut pas dire oui, ça veut dire non. Peut-être, je suis pas là, je suis pas en train de te donner mon consentement. Là, quand tu as dit oui, Michaela, ça, c'est un point qui est très important, c'est un oui ferme. Alors, si la personne est ivre, si la personne est sous l'influence de la drogue, s'ils ne sont pas dans une capacité cognitive à dire oui, s'ils ne sont pas de l'âge, être en mesure de dire oui, dans ce cas-là, ce n'est pas un consentement. Il faut aussi dire que le consentement peut être retiré à n'importe quel moment aussi. Absolument. Tu as dit oui, mais tu as changé d'idée. Oui, même avec ce qu'on disait tantôt, dans tel contexte, ils se sont mariés, tout va bien, nanana, peut-être ils déménagent, quelque chose change, on vient de donner naissance et donc maintenant le corps a changé. N'importe quoi qui fait changer, une personne peut dire « Oh, pas tout de suite, non aujourd'hui, non pour le prochain mois, non pour ceci, non pour cela ». Dans le milieu de l'acte, tu peux dire « Ah, non, ça change ». Et l'autre doit respecter à n'importe quel moment. Absolument. On parle de consentement, mais on parle aussi de violence et on a parlé de comment prouver, comment pas prouver. Mais dans une situation où une personne est en train sont venus te voir pour du counseling, ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement dans leur vie de couple, mais ils ne savent pas tout à fait quoi.
comment est-ce que tu aides la personne où tu entends des choses, où tu dis « Ouh, il y a des signaux ici. Alors, peux-tu parler un petit peu plus de ça, Michaela? Oui, ça, c'est vraiment intéressant parce que oui, c'est pas tout le monde qui vient me voir pour dire « Ah, voilà, il y a eu de la violence dans mon couple, je veux faire quelque chose, je veux parler à quelqu'un, je veux quoi que ce soit. » Des fois, oui, c'est « Oh, on veut se séparer. » Puis en demandant des questions, là, je vois pourquoi « Oh, quelque chose est arrivé, telles choses se sont passées. » Et en dedans des conversations, oui, des fois, ça arrive que je vois que cette personne me dit ça comme si c'est juste un fait, comme si c'est juste « Ah oui, la personne m'a fait ci, ou j'ai subi cela. » Et c'est comme... Des fois, je vais leur demander même, est-ce que tu sais que ça compte dans les yeux de la loi comme de la violence? Et il y en a qui sont vraiment surpris, oui, absolument. Il y en a qui ne le savent pas. C'est difficile de croire, je pense, quand c'est quelqu'un qu'on aime ou qui est censé nous aimer, qui nous a fait subir ça. Donc oui, si quelqu'un est là et me dit « Oh non, c'est pas grave comme ça », ou peut-être que ça arrive seulement dans certains contextes, disons seulement quand la personne est ivre. Donc mais lui, il est pas méchant, il est pas un abuseur, il est pas un monstre, il est pas... Mais il est encore en train de te faire subir quelque chose. Donc on peut dire la situation que tu as vécue est une situation de violence. Donc peut-être on peut le redire d'une façon qui peut être comprise par eux. Si tu ne l'acceptes pas, si tu dis encore non, mais de mon côté, ça change pas les faits que telle activité, tel scénario, telle situation se sont passées et on va procéder en gardant ça en tête. Alors, c'est d'aider la personne à comprendre, sensibiliser premièrement, et informer. Ça, c'est un abus, ça, c'est sous la loi, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ce bel magazine au sujet de la loi du divorce. C'est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez à la liberté et obtenez une copie parce que je pense que c'est incroyablement important. Oui. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Oui. C'est pas tout le monde qui... tu sais, souvent, les femmes sont isolées. Alors, lorsqu'on est isolé et on n'a pas accès à de l'information, on n'a pas cette information-là, on n'a pas cette touche. Oui. Alors, c'est vraiment d'informer et la façon que tu es en train de dire, c'est qu'on ne force pas la personne de dire « Ah, absolument, on est rendu là », mais on essaie autant que possible d'écouter et de vraiment informer, d'éduquer pour éventuellement que la personne va dire « tu sais, peut-être que je ne devrais pas être traitée de cette façon-là ». Un jour, un événement plus grave s'est passé devant mes enfants. Et j'ai raconté ça à la dame. Elle m'a dit, faut partir tout de suite. On s'est disputé et elle m'a appelé. Elle n'arrêtait pas de m'appeler ce jour-là. Elle m'a appelé, j'ai dit voilà, on s'est disputé et tout et tout. Elle m'a dit, tu dois partir quelque part. J'ai dit non, je n'irai nulle part, je ne sais pas où aller. Elle m'a dit alors tu vas aller à un foyer. J'ai dit pas question. Il n'y a pas question que j'aille au foyer. Elle m'a dit si tu pars pas, on vient chercher les enfants. Là, je pouvais rien dire. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue meurtreuse. Non, plutôt avant, il m'a menacé. Il m'a dit « Tu veux vraiment te séparer, alors tu vas voir ce que tu n'as jamais vu de ta vie. » Là, j'ai compris qu'il ne voulait rien savoir et il commençait à devenir très hystérique. Je lui ai dit, ils vont venir me chercher. Il m'a dit, oui, tu es en train de prendre mes enfants, tu es en train de me détruire, pourquoi tu me fais ça? Et là, j'avais peur, parce que je commençais à culpabiliser comme à chaque fois. À chaque fois qu'il me disait ça, j'avais peur. Et à un certain moment, il me faisait même de la peine. J'avais peur pour lui, j'avais peur pour mes enfants. Et les gens qui travaillaient dans ce foyer étaient tellement gentils et tout. Bon, ils m'ont fait faire des entrevues pour voir à quel degré j'ai été violenté et tout. Et on me disait que j'étais à 95%. Donc cette personne me contrôlait presque tout le temps. La violence familiale et ses tabous. Les tabous, les stigmas qui sont rattachés dans la société. Quels sont ces tabous-là? Quels sont les... au niveau de l'accès ou peut-être d'aller chercher un service, quels sont les tabous qu'on voit et les stigmas rattachés à la violence familiale? Il y en a tellement.
Je trouve qu'une des grandes choses, c'est en couple, on est supposé de s'aimer. C'est l'idée. On s'est mis ensemble. Peut-être à un point, c'était exactement ça. On s'aimait, on se respectait, tout était bien, ou la plupart des choses étaient bien. Puis c'est très difficile d'accepter que cette relation, cette personne avec qui je m'entretiens, peut-être même cette personne avec qui j'ai des enfants, peut-être même cette personne que je suis avec depuis longtemps, depuis toujours, ne m'a pas bien traitée ou ne m'a fait du mal, m'a fait du tort. Ça demande la question, bien, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou qu'est-ce qui est arrivé pour que cette personne pense que c'est correct, que c'est acceptable de me traiter comme ça? Ça, c'est des questions très difficiles à demander. C'est difficile d'admettre quelqu'un qui est supposé de m'aimer m'a fait du tort. Puis il y a aussi tout l'aspect culturel aussi qui est Absolument. rattaché à ça, Absolument. qui dit il y a certaines cultures où on ne parle pas de Oui. notre vie personnelle. On ne parle pas. Je me souviens de Pierre-Éliott Trudeau en 1967 qui a dit « Qu'est-ce qui se passe dans la famille qu'est-ce qui se passe dans la couchette reste dans la couchette. » Tu sais, le message était « Ne parlez pas de qu'est-ce qui se passe. Oui. » Alors, quand on parle de consentement, tu sais, on n'en parle pas. Si tu as dit non, puis il y a quand même un abus, on n'en parle pas. Y a-tu autre... est-ce que toi, tu aurais d'autres tabous? Peut-être un, puis ensuite, on pourrait faire le va-et-vient un petit peu entre les différents tabous ou même stigmas. Les tabous, je vais plus essayer de les orienter au niveau de la cause de la violence. Je ne connais pas un seul être humain ici là, qui accepte qu'il a des problèmes mentaux. C'est un gros... des problèmes mentaux, des maladies mentales. OK. Et pourtant, la maladie mentale, c'est une des maladies les plus répandues dans la société. Beaucoup essayent les anglophones disent cope. Donc, dans certaines cultures, ça fait partie de la honte de toute la famille. Votre propre père va vous régner si vous dites que vous êtes en train de divorcer. Parce qu'on va vous dire que dans la famille, il n'y a personne qui a divorcé. Si vous êtes la première à ouvrir la porte, donc il y a un certain nombre de problèmes. Donc, vous devenez la honte, comme ça, la risée de votre famille, et vos propres frères et sœurs seront contre vous. On dit un mariage, à l'époque d'ailleurs, même dans les mariages chrétiens, on se mariait, la formule était très claire, pour le meilleur et pour le pire. OK, donc voilà, je pense que ma mère s'est mariée comme ça, moi aussi je me suis marié comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque la vie devient difficile, on n'abandonne pas le bateau. Michaela, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter au sujet des tabous, des stigmas? Oui. Dès qu'il y a des enfants et qu'un parent commence à dire que telle chose est arrivée, et là, c'est « Oh, mais pense aux enfants. Tu sais, tu veux pas leur enlever leur père, leur mère, leurs parents. Tu veux pas. C'est toi qui vas détruire. C'est toi qui va... » Ça peut être la voix interne qui dit ça, ça peut être la famille, ça peut être l'agresseur, ça peut être la société. Peu importe, juste le fait de... Il y a plusieurs mères surtout, mais les pères aussi qui vont dire « J'ai resté pour mes enfants. » Que ça soit, comme je dis, internement ou externement, que c'est venu l'idée de « Non, si je fais ça, je vais détruire. Si je fais ça, je vais... » Et on sait que le divorce, la séparation, c'est jamais facile pour les enfants. Tu sais, le fait que... oui, le noyau familial était ceci juste depuis qu'ils sont nés, et maintenant, ça change très drastiquement. Leur routine, tout, ça change. Donc, certainement, le fait les parents sont responsables pour ces enfants, hein, tu as cette pression, que ça soit interne ou externe, de gérer pour eux, faire ça pour eux. Vous, les parents, ou un parent, reste ou essaie de trouver autre solution. Aussi, le fait de ne peut-être pas être cru. Ah, OK. Et pas juste, peut-être, une personne décrit une situation, on va peut-être dire, non, c'est pas arrivé, mais on peut aussi peut-être dire, oh, ça arrive à tout le monde. Ou, oh, tout le monde a des mauvaises journées. Ou, oh, avec leur partenaire, tu sais, des fois, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin. Je pense que ça rentre en ligne de compte pour les hommes, par exemple, qui disent que on est victime de violences familiales. Et j'ai travaillé avec plusieurs hommes qui ont dit, c'est pas ma femme c'est pas moi qui est en train d'agresser ma femme, c'est juste l'inverse. Mais quand je parle à quelqu'un au sujet de ça, ils disent la violence auprès des hommes ça n'arrive pas.
Là, ils sont pas crus. Et puis, souvent, ils disent, ben, il y a une honte. Encore une fois, il y a la honte qui rentre en ligne de compte parce qu'un homme est censé d'être viril, un homme qui est censé d'être fort. Pourquoi que tu te laisses mener par le nez par cette personne qui est en train de t'agresser? Alors, ça rentre vraiment en ligne de compte aussi. C'est ne pas être cru, la honte, et aussi toutes les croyances qu'on amène, nos croyances religieuses, culturelles, personnelles, absolument, ça rentre en ligne de compte. Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi, Absolument, Florette? absolument. Avec tout ça, ce qu'on n'a pas encore mentionné, que je trouve super important, c'est le fait que quand il y a de la violence, il y a un déséquilibre de pouvoir. C'est automatiquement un déséquilibre de pouvoir. Et ça revient à ce que tu dis, un homme qui se fait agresser, on n'entend pas ça, non, c'est pas possible, parce qu'on prétend que l'homme a plus de pouvoir que la femme dans une relation. Alors ça, c'est un autre stigma. Oui, mais il faut se souvenir que les déséquilibres de pouvoir, c'est pas toujours l'âge, c'est pas toujours le statut, c'est pas toujours le genre. Ça peut venir de plusieurs différentes choses. Ça peut être créé par l'agresseur, le déséquilibre de pouvoir. Ça peut être créé par accident, par la victime qui est peut-être, qui se met plus faible, qui se met plus petite, qui est... Et je dis pas ça dans une situation, d'une façon mauvaise. Il y a des gens qui sont plus petits, il y a des gens qui sont plus timides, il y a des gens qui sont plus anxieux, il y a des gens qui sont plus quoi que ce soit. Et je dis pas qu'ils l'ont créé comme par exprès, mais ils sont à une position vulnérable. Je ne suis toujours pas divorcé. Ça fait maintenant presque 2 ans. 1 an et demi, on va dire. Parce que la procédure ici, il paraît qu'ils ont changé certaines lois et ils poussent les parents à s'entendre. Mais ce que je disais, on ne peut pas s'entendre avec quelqu'un qui est violent. Impossible. Un manipulateur. Impossible. J'ai toujours fini par accepter ce qui m'imposait. J'ai fait une demande de divorce que je n'ai pas compris. Pour moi, c'était juste divorcer et avoir la garde des enfants. Mais c'était plus compliqué que ça. Lui, il a tout de suite refusé. Parce que jusqu'à maintenant, je sens qu'il me contrôle. Je ne suis pas libre à 100%. Je ne peux pas partir avec mes enfants. Je n'ai pas le droit de voyager, c'est lui qui a imposé ça. Je n'ai pas le droit de voyager avec les enfants s'il n'accepte pas. Et je sais qu'il va dire non. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on m'oblige à négocier avec quelqu'un qui est manipulateur, qui est difficile, qui est violent, qui est tout. Comment on peut négocier avec quelqu'un qui est... Non. S'il y a eu violence, c'est qu'il y a eu une partie forte et une partie un peu faible. Donc, impossible. Le handicap dans cette procédure qui pousse les parents à s'entendre pour le bien-être des enfants, on ne peut pas l'appliquer pour tout le monde. Il y a des exceptions. J'aurais aimé qu'on regarde ça. La procédure en elle-même est trop longue. Et pour une personne qui a déjà souffert pour ça et de se retrouver coincée et toujours contrôlée par l'autre partie, et j'aurais aimé que ça soit plus rapide en cas de violence. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas des disputes de tous les jours, que c'était trop pesant et tout, mais j'ai toujours le sentiment d'être contrôlé. La médiation. Qu'est-ce que la médiation? Selon le gouvernement du Canada, la médiation est définie comme une intervention dans un litige d'un tiers neutre et impartial qui, sans pouvoir décisionnel, peut quand même aider les parties en litige à s'entendre pour arriver à un règlement mutuel acceptable. La médiation peut s'appliquer lorsque les parties du différend en sont à une impasse dans leurs négociations, qu'elles se parlent toujours et qu'elles sont prêtes à accepter l'aide d'un tiers indépendant, une médiatrice ou un médiateur, pour poursuivre les négociations. Auparavant, on a parlé de la médiation, on a parlé de comment que ça pourrait être utilisé d'une façon où il y a moins de conflits ou peut-être, comment on dit ça, adversity.
Alors, tu sais, on veut trouver un moyen de peut-être régler les choses hors de la cour où ça coûte très cher, ça coûte au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Je veux dire, il y a des coûts, des gros coûts. Alors, tu parles au sujet de cet déséquilibre. Qu'est-ce qui arrive quand la médiation ne fonctionne pas? La médiation, l'idée est fantastique. On se met tous les deux, on parle. Moi j'ai ça, toi t'as ça, j'ai ce temps-ci, tu as le temps-là. L'idée est, en général, une bonne idée. Mais dès qu'il y a de la violence, comme je l'ai dit, le déséquilibre de pouvoir existe. Comment est-ce que tu peux rentrer ensemble, avoir une conversation, vous deux, avec le médiateur, la médiatrice, quand il y a un déséquilibre de pouvoir qui existe avant même que vous rentrez? Vous êtes censé être sur le même point. Vous êtes censé pouvoir parler face à face et avoir ces discussions. On demande à une victime de se mettre à côté de son agresseur, à travers son agresseur et s'entendre avec. Dans le témoignage, on a vraiment entendu comment que cette femme a une peur. Cette femme a vécu de l'abus, de l'agression, et elle, à cause de ça, elle n'est pas capable de nécessairement embarquer dans le processus de médiation parce qu'elle elle se voit peut-être dans une position déséquilibrée où elle est en position opprimée, puis l'homme est dans une position de beaucoup plus de contrôle et de pouvoir. Que ça soit réel ou non, c'est de cette façon-là qu'elle le voit et c'est de cette façon-là qu'elle le vit. Alors, dans la nouvelle loi, il parle au sujet de la médiation comme étant l'étape la première étape dans le processus du divorce. Maître Ambassi, pourriez-vous parler un petit peu de tes idées au sujet de ça? Le système judiciaire a pour ambition d'essayer de réparer la relation avant de dire le droit pour séparer les gens. Donc, c'est toujours très important, avant de décider qu'on va se séparer, de tenter une conciliation entre les membres de la famille. Et lorsqu'un client va voir un avocat, une des premières obligations, c'est de faire une rencontre à 4, c'est-à-dire le requérant, l'intimé, avec leurs avocats, pour essayer de rapprocher les positions. Donc, si on peut trouver, et on a souvent obtenu que l'auteur de la violence admette la violence, admette qu'il a un problème et admette qu'il va suivre une thérapie pour réparer le problème, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe ou que ce soit par rapport aux enfants. Ça, c'est ce que la loi dit. Alors maintenant, la loi mentionne aussi la médiation. C'est un terme un tout petit peu plus profond que la rencontre à 4, parce que les avocats ne sont pas des médiateurs, ils ne sont en général pas formés pour faire de la médiation. Le premier job de l'avocat, c'est de gagner des procès. Même si en gagnant ces procès-là, il faut quand même tenter si les parties peuvent arriver à un accord. Si les parties ne peuvent pas arriver à un accord, en général, le juge aussi, avant qu'on aille dans un procès, le juge, il y a ce qu'on appelle une conférence de cause. Le juge va essayer de rapprocher les parties en les poussant un tout petit peu, en donnant des pistes de direction pour que les parties puissent s'arranger. Parce que le système judiciaire, il est long, il est lent et il est coûteux et il est frustrant. Alors, qui paye? Dans la loi, ça indique que la médiation, c'est une des méthodologies de résolution des conflits. Qui paye pour ça? Mais il n'y a rien dans la loi qui dit, c'est le gouvernement ou c'est cette partie tierce qui va payer pour la médiation. Alors, la loi en général fait des énoncés et c'est chaque province qui va trouver le moyen de l'appliquer. Bon, d'accord. Les médiateurs, ce sont des professionnels avec un code de déontologie de professionnalisme. La médiation, c'est quelque chose qui est en dehors de la cour. Et pour faire une demande de divorce, par exemple, l'aide juridique finance ça à hauteur de 1260, c'est ce qu'on a au Manitoba. Peut-être qu'on peut autoriser certains débours. J'ai eu des cas de médiation où, au bout de 2 mois, on a rencontré le médiateur 2 fois.
les échanges d'emails, il faut savoir que le médiateur va vous facturer, et dans ce cas, c'était un avocat, et facture toutes les conversations téléphoniques, tout le temps qu'on met dans les échanges d'emails. Tout ça est compté. S'il a une assistante, l'assistance est comptée. Au bout de 2 rencontres avec le médiateur, je pense qu'il a facturé environ $10 000. Mon Dieu. Et je ne vois pas une personne pauvre, une personne qui gagne 5 000. Bien sûr, bon, ce montant est divisé par 2. Si un des membres du couple, de la famille, ne travaille pas, c'est une somme impossible à faire. Donc, je dois donc conclure qu'il y a de très, très bonnes intentions dans la loi, mais pratiquement pour mettre ça sur le terrain, c'est presque impossible à faire. Donc, j'ai tendance à dire que le système pousse plutôt les gens dans la voie judiciaire et ne donne pas assez de moyens pour que les gens fassent de la médiation et de la conciliation. Alors ça, c'est quelque chose que notre gouvernement, il va falloir qu'il regarde et qu'il définisse un petit peu mieux comment on pourrait donner des services de médiation qui soient abordables pour tous, parce que déjà, il y a une inéquité à l'intérieur de cette loi, si on le regarde de cette façon-là. La question de la sensibilisation, comme vous avez dit, je pense que c'est un gros élément. Les gens posent des actes en général parce qu'ils ne savent pas. Quand on attire leur attention sur les conséquences que ces actes peuvent faire, je ne connais personne qui veut perdre sa famille. Je connais personne qui veut tuer sa femme. Je ne connais personne qui intentionnellement veut détruire ses enfants. Donc, il y a une grosse question d'ignorance là-dedans. Et donc, les organisations comme ce qu'on est en train de faire ici, Pluriel, Info-Justice, je pense que voilà, on a déjà un certain nombre de ressources. Maintenant, il faut simplement que les gens soient au courant que ces ressources-là existent. Alors, c'est vraiment d'aller vers et non pas attendre que les gens viennent vers nous. C'est d'aller vers. J'ai énormément apprécié notre conversation aujourd'hui. J'ai beaucoup appris au niveau légal. C'était incroyable, les choses que j'ai apprises. J'ai beaucoup appris au niveau des femmes, des victimes, que ce soit femmes, hommes, enfants. C'est incroyable l'information que vous nous avez donnée aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'était une conversation pour moi. C'était une conversation animée, une conversation passionnée. Alors, merci beaucoup. Et puis, j'espère que les gens vont profiter de toute l'information que vous avez partagée aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci. C'était un plaisir pour nous.